Bonjour à tous. On va profiter de ces quelques minutes pour régler un petit problème technique. Je vais en profiter pour introduire notre invité. Donc, au nom de l'Institut national d'histoire de l'art et du château de Fontainebleau, je vous remercie beaucoup d'être là au Festival de l'histoire de l'art, sous le patronage du ministère de la Culture. Et donc, nous allons assister à une conférence de Christophe Marquet, qui est actuellement directeur de l'École française d'Extrême-Orient. Je vous signale au passage un article qu'il a écrit concernant le sujet de sa conférence d'aujourd'hui dans l'exemplaire de la revue Perspective consacrée au Japon. Et je vous souhaite une bonne conférence. Et donc, un temps sera réservé aux questions à la fin de cette intervention. Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Christophe Marquet. Merci pour cette aimable présentation. Donc effectivement, cette conférence s'inspire d'un article que j'ai écrit l'année dernière pour la revue Perspective, un numéro spécial Japon qui devait sortir pour le festival donc de 2020. Il est sorti, le festival n'a pas eu lieu et la conférence a été reportée d'un an. Un numéro très, très intéressant de cette revue qui fait le point sur de nouvelles approches de l'histoire de l'art japonais, avec au moins une quinzaine de contributions. Alors, je voudrais parler d'abord, avant de parler de ma propre contribution, de celle d'un autre collègue qui est François Massé, qui a écrit dans cette revue un article intitulé « Un art barbare dans l'archipel japonais, les tombes décorées du 6e siècle, du 7e siècle ». Pourquoi est-ce que je voudrais évoquer d'abord cet aspect-là? Parce qu'il y présente des décors de tertres se trouvant près de Fukuoka, donc sur l'île de Kyushu, qui sont du 6e ou du 7e siècle, qui sont ornés de peintures, qui n'ont été découvertes que relativement récemment, dans les années 1930 ou dans les années 1950, et qui ont révélé une nouvelle dimension de ce qu'on pourrait appeler l'art japonais. Un art qui n'est pas influencé par le continent, par la Chine, qui s'est développé de manière autonome. Et François Massé écrit ceci: on peut maintenant goûter la beauté des peintures des tombes d'Ozuka et de Chibusan grâce à la peinture d'un Klee ou d'un ou d'une Delaunay. Et c'est un petit peu le propos que je voudrais introduire aujourd'hui. Comment on peut porter un regard différent sur l'art ancien japonais à travers l'œil d'un homme, d'une femme du XXe, du XXIe siècle. Notre regard change en fonction de l'appréciation qu'on a, notamment de l'art moderne, de l'art contemporain. Et au Japon, ce phénomène peut s'observer notamment chez un certain nombre d'artistes modernes, comme Okamoto Taro. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un des plus grands peintres du XXe siècle au Japon. En 1951, il visite le musée national de Tokyo, une exposition sur l'art du Jomon, c'est-à-dire ces poteries décorées, ces figurines, ces masques qui constituent des œuvres de la proto-histoire japonaise. Et il dit, à propos de ce type d'œuvre que vous voyez ici, il dit: le traitement de l'espace dans ces poteries n'a rien à envier à celui de l'art d'avant-garde. Et il est même plus puissant. Et ce type de discours qui va se développer donc au Japon chez un certain nombre d'artistes dans l'après-guerre est particulièrement intéressant du point de vue de cette relecture. Et en 1954, en 1960, deux expositions sont organisées au musée d'art moderne de Tokyo, l'une portant sur un regard contemporain sur l'histoire de l'art japonais et une seconde en 60 sur un regard contemporain sur les formes d'art primitif, vues à travers par les yeux d'aujourd'hui. Et ces deux expositions ont eu une influence assez importante sur la reconnaissance des artefacts de la proto-histoire japonaise, non pas comme des objets archéologiques ou ethnographiques, mais d'un point de vue esthétique, puisqu'elles étaient présentées dans un musée d'art moderne. Et il y a eu des publications aussi qui ont suivi une autre exposition organisée en 1959 dans ce qui est le premier musée
d'art moderne au Japon créé à Kamakura, musée de Kanagawa, qui avait été ouvert en 1952, et une exposition consacrée aux arts premiers du Japon. Et l'exposition a été accompagnée par un numéro spécial de la revue Bijutsu Techo, qui est une des grandes revues d'art contemporain au Japon, avec des textes de réflexion sur la création artistique à partir du primitivisme, à partir des arts premiers. Et Okamoto Taro, dont j'ai cité le nom précédemment, qui en 1950 donc, fait cette découverte, est quelqu'un qui a une relation particulière avec la France. Il est arrivé en France en 1929, à l'âge de 18 ans, et il a été baigné dans le milieu du surréalisme. Il a rencontré Jean Arp, il a travaillé avec Klossowski, avec les surréalistes, il a exposé à Paris en 1938, mais il a aussi reçu l'enseignement de Mauss et de Rivet au musée d'ethnographie, au musée de l'Homme, donc en 1937. Il suit aussi des cours avec Bataille au collège de sociologie, et on publie même un livre de ses œuvres, dont vous en avez une ici à gauche, La main douloureuse, réalisée en 1935 à Paris, détruite pendant la guerre et repeinte après la guerre. Donc cet artiste qui baigne dans le milieu surréaliste et dans le milieu des ethnologues parisiens va ensuite devoir quitter Paris en 1939 à cause de la guerre. Il va participer à la guerre du côté japonais, évidemment. Ça va être une expérience extrêmement douloureuse et difficile pour lui. Et après la guerre, il va, comme on l'a vu, redécouvrir des formes archaïques de l'art japonais et leur donner une sorte d'extension au moment de l'exposition universelle de 1970 à Osaka. Cette exposition a été un moment important lorsque le Japon devient une puissance industrielle, et on connaît tous cette tour du soleil dont il a été le créateur. Alors on connaît évidemment ce symbole de l'exposition de 70, mais ce qu'on ne sait pas généralement, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait une exposition montée par Okamoto, réalisée à partir de collectes d'objets ethnographiques réalisées entre 1968 et 1969 par une équipe d'une vingtaine d'ethnologues qui sont partis à travers le monde et qui ont collecté environ 2500 spécimens. Alors en Asie, bien sûr, mais aussi en Afrique, dans différentes régions du monde. Et cette exposition a été récemment, en 2018, reconstituée au musée d'ethnographie d'Osaka. Vous voyez ici un exemple d'un masque coréen, par exemple. Alors, pourquoi vous parlez de tout ça? Pour vous montrer quel a été le discours sur l'art japonais depuis finalement l'ouverture du Japon. Il y a aujourd'hui une petite exposition ici sur des objets qui ont été donnés en 1862. C'est le moment où le Japon s'ouvre. Le Japon s'ouvre à l'Occident et va recevoir toutes sortes d'influences. Et il y a évidemment des influences intellectuelles qui touchent aussi l'histoire de l'art, la manière de raconter l'art de son propre pays. Et en premier lieu, c'est la notion même de beaux-arts qui se constitue. Et on va créer des termes correspondant aux équivalents occidentaux. C'est une redéfinition linguistique, bien sûr, mais aussi conceptuelle des différentes catégories artistiques qui vont conduire finalement à éliminer un certain nombre d'aspects de l'art japonais considérés comme n'entrant pas dans la conception occidentale. Alors, je vous donne juste un exemple. La peinture satirique, par exemple, on va l'exclure. Les peintures d'Otsu, qui est une peinture populaire dont je vais parler, on ne veut pas les voir dans les expositions, ni bien sûr la peinture érotique. Il y a des textes réglementaires pour les expositions qui disent ce qui doit être considéré comme beaux-arts et ce qui ne l'est pas. Et donc cette redéfinition, en quelque sorte, d'un patrimoine va exclure tout un ensemble d'objets, de peintures qui relèvent notamment d'une forme de primitivisme. Alors la question du primitivisme au Japon au début du XXe siècle est une question évidemment complexe. Elle est complexe aussi évidemment en Occident. On sait que cette notion est une invention moderne. Je reprends l'expression de Philippe Dagen dans un livre récent sur cette question-là. C'est une question qui est liée
à la naissance de l'ethnologie, dans une situation coloniale, mais néanmoins, au Japon, il y a eu aussi une perception de ce primitivisme dans l'art japonais au cours du XXe siècle et même du XXIe siècle, on va le voir plus tard. Alors, quel est l'objectif des propos d'aujourd'hui? C'est de montrer, d'essayer d'apprécier d'autres regards qui ont été portés par les Japonais eux-mêmes sur l'art prémoderne, l'art précédent juste la période moderne, c'est-à-dire essentiellement du XVIIe au XIXe siècle, par des intellectuels, par des historiens d'art, par des conservateurs, et proposer une vision plurielle pour enrichir notre appréciation de l'art japonais. J'ai 3 phases dans ma présentation. Le temps étant limité, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller. La première concerne la découverte de ce qu'on appelle l'art populaire, qui est la traduction tout simplement d'un terme en japonais minga, qui a été créé dans les années 20, qui est une volonté de certains intellectuels et certains artistes de déconstruire la conception moderne de l'art japonais forgée sur des critères occidentaux. C'est aussi un refus d'une approche de l'histoire de l'art par la biographie et par ce qu'on appelle donc l'attributionnisme. Et de refuser finalement le culte moderne de l'individualisme dans l'art. Et inversement, de mettre en avant des œuvres qui ne sont pas identifiées, elles n'ont pas été créées par des artistes connus, on ne connaît pas leur nom, mais néanmoins, ces objets ou ces peintures possèdent une forme de beauté captivante, mais on ne peut pas exactement les identifier. Et on ne peut pas donc écrire une histoire des artistes. Les exemples de ce type de peinture, ce sont d'abord des peintures votives, donc des peintures qui sont apparues dans un contexte religieux ou liées à des croyances. Ces peintures sont faites par des artisans anonymes, elles sont ensuite déposées dans des temples par des pèlerins ou des personnes qui viennent observer un culte dans ces temples-là, mais elles possèdent une forme de beauté tout à fait particulière, une beauté naïve, sereine, naturelle, disent ceux qui ont apprécié ce genre de peinture. Ce sont des peintures réalisées par des peintres dits paysans, dont on ne connaît rien. D'autres exemples, ici, de peintures qui datent du XVIIe siècle et qui n'ont été redécouvertes qu'en 1929 à Nara, au grand temple de Kofukuji. Et donc ce type de peinture anonyme, qui était réalisée en grand nombre, possède un certain nombre de caractéristiques comme la réduction du motif à l'essentiel, la rapidité d'exécution, qui en font une forme de peinture primitive, entre guillemets. Et bien sûr, le genre majeur que Yanagi Muneyoshi, qui est l'intellectuel qui a fait la promotion de cette peinture populaire qui se trouve ici, dans une photo de sa maison en 1928 à Kyoto, il découvre tout un genre qui a commencé à être produit au XVIIe siècle, qui sont les peintures d'Otsu, du nom d'un petit village se trouvant à proximité de Kyoto. Et néanmoins, Yanagi, qui porte très haut l'art de ces peintures, va dire une chose qui peut paraître contradictoire avec mon propos, en disant que ces peintures ne sont pas primitives. Elles ne sont pas primitives parce qu'elles portent un message, et ce message est souvent une sorte de revendication populaire qui passe par des allusions, par l'humour, pour critiquer la société de son temps. La société du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle au Japon est une société extrêmement contrainte, la liberté d'expression n'existe pas, mais les artistes peuvent exprimer des formes de contestation à travers ce type de peinture. Donc pour lui, elle relève d'une forme de primitivisme formel, mais pas de primitivisme de contenu, si vous voulez. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années et auquel j'ai consacré un livre en 2015 qui s'appelle Otsue, donc du nom de ses peintures, Imagerie populaire du Japon. Et j'ai organisé en 2019, à la Maison de la Culture du Japon, une exposition sur ce sujet, Otsue, peinture populaire du Japon, avec un sous-titre « Des imagiers du XVIIe siècle à Miro ». Pourquoi à Miro? Parce que vous voyez ici une photo
de Miro en 1950 à Barcelone, dans une exposition d'art populaire japonais. Il a été totalement fasciné par ces peintures d'Otsu. Il n'était pas capable forcément d'en comprendre le message contestataire que les Japonais y voyaient, mais il a été fasciné par la dimension esthétique et primitive de ces peintures. Et d'autres artistes importants du XXe siècle, comme Picasso, ont également perçu tout l'intérêt de ces peintures. Et ici, la peinture qui est à droite vient de la collection Picasso. Nous l'avons présentée à Paris et elle a été montrée aussi dans le catalogue d'une exposition un peu similaire que j'ai organisée à Otsu, donc au Japon. J'ai réfléchi à cette question du primitivisme et de la peinture d'Otsu dans un numéro spécial d'une revue publiée en 2017 que j'ai dirigé, dont le titre était « Est-ce une peinture primitive ? La persistance de l'imagerie d'Otsu à la période contemporaine et moderne ». Et je m'appuie sur cette notion à travers des citations d'artistes japonais qui ont séjourné en France, comme le grand peintre Umehara, qui écrit ceci: « Les peintures d'Otsu déploient une beauté propre aux arts primitifs. » Et il les compare avec l'art de Matisse, avec l'art de Rouault, que lui-même découvre et dont il veut suivre en quelque sorte l'exemple. Vous voyez donc ce dialogue entre le primitivisme, un artiste japonais qui vient en France au début du XXe siècle, et des artistes majeurs de cette époque, ou Hasegawa Saburo, un peintre japonais mais qui a fait essentiellement sa carrière aux États-Unis, où il s'installe en 1929, qui parle de néo-primitivisme, et il va apprécier ces peintures, les collectionner avec Isamu Noguchi. Il y a eu une conférence sur Isamu Noguchi, donc c'est grand architecte, qui lui aussi, il a vécu, il a grandi aux États-Unis, mais il est revenu au Japon en 1930, en 1951, et lors de ses retours au Japon, il a redécouvert des formes primitives d'art japonais, dont ces images d'Otsu. Et ces rencontres, ces juxtapositions entre le primitivisme et l'art japonais populaire, on peut les retrouver à travers les textes de Bruno Taut. Bruno Taut, autre architecte allemand qui fuit le nazisme en 1933 et qui s'en va au Japon, où il va rester pendant 3 ans. Il va être actif comme décorateur, comme designer, et il écrit ceci à la découverte de ce type de peinture, gravure populaire japonaise. Il dit « L'expressionnisme a ses ancêtres au Japon. Les images d'Otsu me rappellent la puissance créatrice, concentrée et l'émanation originale qui se dégage des œuvres du peintre expressionniste allemand Emil Nolde. » Et donc j'ai mis en vis-à-vis une œuvre de Emil Nolde, Le Missionnaire, et une peinture, une gravure traditionnelle, mais réalisée en 1936 par le dernier artisan fabriquant ce genre de choses. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce missionnaire qui est en fait une figure à gauche d'un totem coréen réinterprété par Nolde, et en face, vous avez juste à côté un masque africain, évidemment un masque Bonnyo du Congo, et il y a, si on analyse un peu cette œuvre, en fait, ce conflit entre le regard occidental, évidemment le colonialisme d'une part, et la manière dont le primitivisme regarde les formes non occidentales d'art, qu'elles viennent de l'Asie, de la Corée, ou qu'elles viennent de l'Afrique. Et Nolde va voyager au Japon aussi en 1916. Alors, j'avance un tout petit peu. La dernière réalisation de ce regard nouveau sur la peinture populaire japonaise, c'est une exposition à laquelle j'ai participé l'année dernière, qui s'intitule « Otsue, une autre histoire de la peinture d'Edo ». Donc, je dirais qu'un siècle après les premiers travaux de Yanagi, on en est venu enfin à reconnaître un autre visage de la peinture d'Edo, c'est-à-dire la période 16e
XVIIe, XIXe siècle et à introduire ces images populaires dans l'histoire de l'art du Japon. Mais il aura fallu un siècle pour en arriver là. Alors, on peut remarquer dans les années 2000 un certain nombre d'expositions qui ont été organisées au Japon qui portent sur la peinture prémoderne, donc cette peinture d'Edo. Des peintures qu'on va considérer comme primitives, au sens où elles sont brutes, où elles sont d'une certaine manière maladroites, qu'elles relèvent d'une forme d'expression naïve et qu'elles sont souvent sous-tendues par l'humour. Et ces expositions vont en quelque sorte revisiter à travers des termes, par exemple le mot kawaii, qu'on connaît bien ici, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire, enfin adorable si on veut, soboku, primitif, ou le terme hokkori, apaisant. Et à travers ces adjectifs, on propose une approche qui est non historicisée de l'art japonais, qui brise les cadres chronologiques et qui cherche à montrer comment on peut apprécier de manière relativement immédiate, avec sa sensibilité contemporaine, un ensemble, un corpus qui souvent a été évacué de l'histoire de l'art académique. Alors je vous montre les catalogues de quelques-unes de ces expositions récentes. La première, en fait, a été organisée en 2008 sous le commissariat de Yajima Arata, donc, qui est un conservateur de musée, maintenant professeur d'université, qui s'appelait La généalogie de la beauté primitive. Et lui, il commençait aux peintures d'Otsu, donc peinture que je vous ai montré, jusqu'à Munakata Shiko, peut-être que vous connaissez ce très grand graveur du XXe siècle. Et une des plus récentes, c'est celle qui est à droite, la peinture primitive au Japon, qui convoque toutes sortes de genres de peinture japonaise, de la peinture narrative, de la peinture populaire, de la peinture lettrée, mais avec chaque fois comme caractéristique le primitif. Et ce même conservateur, Yajima Arata, a écrit aussi 2 ouvrages sur une nouvelle conception de l'histoire de l'art à travers ce thème du primitivisme. Un premier livre qui s'appelle La peinture primitive au Japon, paru en 2011, et en 2019, Histoire d'un art japonais décomplexé et adorable. Bon, la traduction n'est pas évidente à donner en français. Ce sont des ouvrages qui mériteraient d'être traduits en langue occidentale pour nous permettre de découvrir ces nouveaux aspects, ces nouvelles faces, si vous voulez, de l'art du Japon. Et je voudrais présenter le travail d'un autre conservateur historien d'art qui est Kaneko Nobushisa, qui a organisé plusieurs expositions en 2016, en 2019, sur des thématiques assez proches. Une qui s'appelle l'histoire de la peinture japonaise faussement naïve. Donc comment des artistes lettrés, par exemple, font exprès, si on peut dire, de peindre de manière gauche pour toucher un plus large public, et notamment des moines zen, recours à ce type de technique, si vous voulez. Et une exposition organisée au Musée de l'Art populaire en 2013, à partir des collections de Yanagi, fondée sur des rouleaux narratifs. Donc vous voyez un exemple ici. Mais ce ne sont pas les rouleaux réalisés par des ateliers de cours ou des artistes connus, ce sont des rouleaux totalement anonymes, réalisés au XVIe siècle, et on le voit, plastiquement parlant, si vous voulez, ne respectant pas les règles, les canons esthétiques traditionnels. Et je voudrais terminer ce parcours en évoquant un artiste contemporain, décédé il y a 3 ans, qui s'appelle Horio Sadaharu, pour vous montrer que dans la création contemporaine aussi, cette question du primitivisme et de la relation avec la peinture prémoderne est quelque chose qu'on peut aussi retrouver. Horio est né à Kobe. C'est quelqu'un qui a été employé par les chantiers navals dès l'âge de 16 ans.
Il n'a reçu aucune formation artistique, donc c'est un autodidacte. Et il a toujours refusé d'être un artiste professionnel, c'est-à-dire de vivre de son art. Il a toujours tenu à garder son métier dans les chantiers navals. Il est très lié au mouvement que vous connaissez certainement, qui est le mouvement Gutai, un mouvement d'avant-garde qui s'est développé dans les années 60, et il a participé dès 66 aux expositions de Gutai. Il était notamment très attiré par le travail de tapiès et son usage de matériaux pauvres. Mais il est aussi familialement lié à Julio Mikio, qui était un des soutiens du mouvement pour l'art populaire. Et il a aussi lu beaucoup les travaux d'un folkloriste japonais bien connu qui s'appelle Miyamoto Tsuneichi sur la vie rurale. Et donc, ce mélange d'intérêt pour l'art pauvre, d'une certaine manière, et les traditions rurales vont forger, je dirais, une sorte de terreau de ses propres créations. Ces créations, elles sont surtout faites d'improvisation, de performances, d'ateliers participatifs. Je montre ici, on le voit ici donc dans une performance de rue organisée en 2009 à Osaka, où ici, à gauche, il réalise chaque jour ce qu'il appelle des peintures minutes. Donc avant d'aller travailler, il fait comme ça un petit peu à la chaîne des séries de peintures réalisées extrêmement rapidement. Rolio a fait tout un travail extrêmement intéressant en s'inspirant de biographies d'hommes d'excellence sublime. Alors qu'est-ce que c'est que des hommes d'excellence sublime? Ce sont des personnes qui, à l'époque donc pré-moderne, essentiellement au XVIIe siècle, étaient des fidèles d'une forme de bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme amidiste, la croyance en Bouddha Amida, qui est la version la plus populaire du bouddhisme, si vous voulez, c'est l'antagonisme complet du zen. Le zen est la version élitiste, c'est pour les happy few, le travail sur soi, et le bouddhisme amidiste, c'est il suffit d'invoquer le nom d'Amida et vous serez sauvé dans le paradis de la terre pure. Et les dévots de ce bouddhisme amidiste, des biographies ont été écrites à l'époque ancienne sur ces croyants. Et il s'est inspiré de ces biographies pour réaliser une série de dessins qui ont été traduits en gravure sur bois. Et ici, elles sont présentées comme décor d'un temple qui se trouve à Nishinomiya, donc pas très loin de Kobe, dans un monastère. Et je vous en montre ici deux exemples. Le portrait à gauche, donc de Echigo Denbei, alors qui aurait vécu jusqu'à l'âge de 137 ans. On sait qu'il y a beaucoup de centenaires au Japon, enfin là, on est peut-être un petit peu loin. Et à droite, un autre qui s'appelle Araki Mataroku, qui est les mains jointes, c'est les mains jointes du dévot invoquant le Bouddha Amida. Et il va retraduire donc à sa manière, dans des formes que l'on peut qualifier effectivement de très primitives, cette foi en Amida, qui est un sujet qui a beaucoup intéressé tout le courant Mingei, tout le courant de l'art populaire. Et il réalise des peintures qui s'inspirent justement des peintures populaires japonaises de l'époque d'Edo. Ici à gauche, vous avez une peinture du XVIIIe siècle représentant le démon invoquant le Bouddha Amida. Et puis à droite, une œuvre de Rolio intitulée « Le démon invoquant le Bouddha Amida », peinture d'Otsu revisitée par Giacometti. Voilà. Bon, ça c'est tout un côté humoristique, si vous voulez. Et donc ce dialogue entre aussi des formes d'art occidental et du primitivisme japonais, revu par Rolio. Et une des dernières réalisations, installations qu'il a faites, c'est cette Art Vending Machine. Donc, il l'a présentée deux fois, notamment à Bruxelles, dans un salon d'art contemporain. Alors, c'est une machine à peinture.
vous pouvez, contre alors c'était aux États-Unis, $1, ou ici, en Europe, c'est 1 euro. Alors il est en fait dans la machine. Vous choisissez parmi un menu de 10 types de peintures. Donc c'est par exemple une peinture sonore, des peintures moqueuses, peinture instantanée, peinture à la Sadaharu. Enfin voilà, choisissez votre menu, vous mettez votre pièce et 30 secondes après, donc il la réalise et il vous la glisse en dessous. Donc c'est voilà, machine automatique. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bon, au-delà du côté évidemment humoristique de la chose, il y a, je crois, ça c'est une interprétation assez personnelle, le retour à ce qu'un de mes collègues appelait la fast painting. La fast painting, c'était la peinture réalisée par des artisans anonymes devant le public. Et à l'époque d'Edo, les peintures d'Otsu étaient réalisées comme on le voit ici, c'était une gravure de la fin du XVIIIe siècle. Les pèlerins, les voyageurs passaient devant la boutique du peintre et disaient « voilà, je voudrais ce motif ». Et dans les peintures d'Otsu, il y a 10 motifs célèbres. Et donc, voilà, je voudrais un démon, je voudrais une jeune femme à la glycine, je voudrais, etc. Et donc, on vous le peint et on vous le vend comme ça. Et donc, il a en quelque sorte retrouvé cette fast painting. Le prix était fixe, et Sadaharu a fait la même chose. Il y a évidemment un refus total de l'ego artistique. On ne veut pas signer l'œuvre. Et finalement, on retrouve ce principe énoncé par Yanagi de la peinture du peuple, la peinture pour le peuple. Et évidemment, à travers ça, il y a une critique évidente de la marchandisation de l'art. Je crois que j'ai plus ou moins observé les 30 minutes, donc désolé, c'est un petit peu un parcours en courant à travers l'art japonais et un petit peu sa déconstruction, mais peut-être ça vous donne quelques idées un peu différentes de celles que vous aviez avant d'entrer dans cette salle. Je vous remercie. Et donc, si on a un tout petit peu de temps, je crois qu'on peut prendre des questions. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non? Oui. Merci. Ce n'est pas vraiment une question, mais j'ai trouvé très intéressant quand vous avez... j'ai du mal à trouver mes mots. Quand vous avez indiqué le sens du mot primitivisme qui voulait, chez les Occidentaux, dire brut, maladroit, naïf, etc. Et qu'au Japon, on le taxe de apaisant, adorable, non artificiel et naturel. Et ce mot naturel fait penser à une certaine candeur, alors que la naïveté est un petit peu mal vue. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Voilà, c'est tout. Merci pour ce commentaire. Et effectivement, ce terme soboku, donc qui comprend tous les aspects que vous venez d'évoquer, donc la candeur, la naïveté, évidemment, voilà, a un côté un petit peu disqualifiant lorsqu'on parle de la peinture naïve en France, etc. Le soboku, c'est la naïveté positive, si on veut dire. Alors on peut appeler ça, oui, effectivement, de la candeur éventuellement. Mais ça, à travers ce terme, on peut relire en fait des œuvres appartenant à des époques totalement différentes, créées dans des contextes totalement différents. Et ça peut faire une sorte de fil rouge à travers l'art japonais. C'était le propos, en tous les cas, de cette exposition et de plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet. Oui. Si vous voulez prolonger la présentation des Otsue, donc je fais de la promotion, mais ces deux exemplaires que j'ai apportés, je les offre au public. Alors je ne sais pas comment vous avez départagé, mais après c'est un petit livre de poche, hein, ça peut se trouver facilement. Ce livre, édité en 2015, a été réédité l'année dernière. J'ai retravaillé dessus. Donc c'est une deuxième version, un petit peu différente, qui comporte le corpus de 80 sujets. 80 sujets de cette peinture populaire, avec aussi la description de son histoire
et de sa redécouverte au XXe siècle. Parce que les Japonais eux-mêmes avaient complètement oublié évidemment cet art populaire et ne l'avaient jamais considéré d'ailleurs comme de l'art. Simplement, c'est au début du XXe siècle qu'on a fait entrer ce genre d'image dans une forme, en tous les cas, de ce qu'on peut appeler donc je ne dirais pas les beaux-arts évidemment, mais en tous les cas une dimension de cet autre regard, de cet autre visage. Donc je les mets ici, je les laisse là, vous viendrez vous battre pour les chercher à la suite de la conférence.